Troisième et dernière partie de l'Africa News. Nous sommes toujours en compagnie de nos éditorialistes Malik Kacher, Gracien Okinkiza et Jemal Taleb. L'importance de la diaspora africaine à la contribution de l'économie africaine n'est plus à démontrer tant sur l'investissement que sur le soutien à la consommation des familles. Mais des questions se posent aujourd'hui quant aux structures mises en place dans les pays pour accueillir ces fonds et comment mieux les répartir pour créer une croissance inclusive. Awa Barkala. Le transfert d'argent de la diaspora africaine est une manne financière colossale. La question de l'encadrement de ces fonds vers l'Afrique s'est posée lors de la réunion des ministres de la zone franc à Paris le 2 octobre 2015. L'enjeu pour les économies des pays africains est de pouvoir inclure les transferts d'argent dans l'économie de leur pays. Il est clair que l'impact de l'action de la diaspora va dans le sens de l'aide publique au développement et dépasse même dans certaines mesures les ressources qui sont mobilisées. Il faut les structurer, il faut les organiser, mais en même temps, il faut faire face aux défis. Parce que ces ressources, il faut bien les tracer, il faut les organiser, il faut les gérer au plan local pour que ces ressources puissent participer à améliorer les conditions de vie des populations. La diaspora apporte un soutien à la consommation, mais également à l'investissement de chaque pays. Des leviers qui ne peuvent s'inclure dans l'économie des pays concernés sans que l'État ne mette en place une structure pour accueillir ces fonds et développer son économie locale. Ici et là s'organisent des initiatives qui sont encadrées par les différentes dispositions à l'échelle nationale, mais je souscris avec vous à la nécessité de mieux bâtir autour donc de cette diaspora, qu'elle-même puisse davantage s'organiser pour qu'elle puisse bénéficier de la connaissance, la reconnaissance et la publicité nécessaires et qu'elle puisse être en relation avec les administrations à l'échelle nationale pour participer aux programmes de développement tels qu'ils sont élaborés. En 2014, selon la Banque mondiale, 60 milliards de dollars ont été envoyés vers l'Afrique par les Africains vivant à l'étranger. Ce montant est supérieur à celui de l'aide publique au développement, soit 56 milliards de dollars en 2014. Il est également supérieur aux investissements directs étrangers d'un montant de 50 milliards de dollars pour la même année 2014. Gracien, les transferts de fonds de la diaspora sont encore mal organisés aujourd'hui. Oui. C'est mal organisé parce que, au niveau de la diaspora, nous envoyons de l'argent surtout à nos familles, aux gens des amis, et souvent on passe par des. Je ne vais pas citer les sociétés qui s'en occupent, je ne peux pas faire la publicité, mais c'est tellement mal organisé que finalement ça ne profite pas beaucoup aux pays. Or, les pays pourraient bien s'organiser pour qu'il y ait des transferts qui arrivent sur des comptes en devises, par exemple, dans le pays. Ça fait, disons, une contrepartie ou au moins ça vient contribuer à la baisse des cours des matières premières. Par exemple, si on envoie les gens envoient beaucoup d'euros, de dollars en fonction des aides. Et en même temps, c'est que là, il y a un problème d'organisation, non seulement des transferts, mais aussi des fonds de la diaspora. On compte environ 53 milliards de dollars d'épargne des gens de la diaspora dans les pays où ils se trouvent. Or, on peut, par exemple, les pays peuvent s'organiser, essayer de monter des projets et demander à la diaspora d'avoir des actions dans ces sociétés, dans ces entreprises, par exemple, d'énergie solaire ou de construire des barrages. Et la gestion serait transparente et confiée aussi à des groupes de la diaspora pour faire des contrôles. Comme ça, on pourrait canaliser l'épargne dans les pays où la diaspora se trouve vers l'investissement dans les pays d'origine. Il y aurait beaucoup plus que les investissements étrangers qui viennent de l'Europe ou de l'Amérique. Alors, Jemal Gracien l'a dit, les fonds envoyés par la diaspora, en général, ils sont destinés plutôt à la famille, à régler des problèmes familiaux. Comment faire pour qu'ils constituent également des investissements pour le développement de leur pays d'origine? Je crois que Gracien a raison, et le problème, de mon point de vue, dépasse tout cela. Que l'apport de la diaspora soit important, utile, financièrement, politiquement, il n'y a aucun doute là-dessus. La question, c'est une question d'organisation. L'organisation passe d'abord par les pays eux-mêmes, la diaspora ensuite. Il a raison, Gracien, le transfert d'argent est aujourd'hui artisanal, archaïque et coûteux. En fait, il enrichit les sociétés elles-mêmes qui font le transfert d'argent et pas au-delà. Il y a une deuxième difficulté, c'est très souvent, vous avez des pays sur le continent qui font appel à des experts internationaux qu'ils payent à un coût très élevé, alors qu'ils sont capables d'avoir la même expertise dans la diaspora à coût
très bas, sinon gratuit. Et donc la difficulté, c'est que nous ne sommes pas encore capables d'organiser ou d'imaginer un système où l'apport de la diaspora politique, économique, financier, mais aussi intellectuel, soit valorisé. Et ce travail-là, encore une fois, il doit se faire entre les deux points. Le point, donc, du point de vue des pays, mais du point de vue des diasporas elles-mêmes. Les banques ne s'organisent pas parce qu'elles ne sont pas encore capables de capter cette épargne. Les institutions financières ne le font pas suffisamment parce qu'on a encore un regard, notamment sur la diaspora francophone, assez passéiste, et nous ne sommes pas capables de comprendre ou d'imaginer qu'elle a un apport réel aussi bien dans le pays où elle est et au-delà. Cela dit, il y a des initiatives qui se font. Il y a des initiatives qui se font du point de vue du réseau, qui se font du point de vue des banques et qui se font du point de vue de l'influence politique. Et donc, à mon avis, quand ces mouvements-là qui se font actuellement auront pris beaucoup plus d'ampleur, on aura compris que la captation de cette épargne, qui est considérable, à elle seule, constituerait à ce moment-là un élément important du développement des pays d'origine, parce que l'attachement aux pays d'origine est particulièrement important. Merci. Dans l'actualité également, la Banque africaine de développement compte tripler le montant des fonds qu'elle alloue à la lutte contre les changements climatiques pour le porter à 5 milliards de dollars par an d'ici à 2020. À cet horizon, le budget que consacrera la BAD à ce secteur représentera 40% de ces nouveaux investissements. Lisa Siakizimana. La Banque africaine pour le développement renforce la lutte contre les changements climatiques en Afrique. La BAD compte investir 5 milliards de dollars par an d'ici 2020 dans la lutte contre les changements climatiques sur le continent africain. Akinwumi Adesina, le président de la BAD, l'a annoncé à travers un communiqué vendredi 9 octobre 2015. Le changement climatique est à la fois une menace qu'il nous faut traiter d'urgence et une opportunité sans précédent. La banque intensifie considérablement son appui aux pays africains, non seulement pour faire face à cette menace, mais aussi pour tirer parti de cette opportunité et encourager une croissance sobre en carbone et résiliente au changement climatique. La BAD va donc tripler le montant des fonds qu'elle alloue chaque année à cette lutte contre les changements climatiques, un montant qui représentera désormais 40% de ces nouveaux investissements. Naturellement, le changement climatique a un impact très important sur les performances du secteur primaire, notamment africain. Il y a une étude qui est parue l'an dernier qui disait du Sénégal qu'il était l'un des pays les plus impactés par le changement climatique. Aujourd'hui, toutes les agences de notation financière, dans l'évaluation de risque de crédit, on prend aujourd'hui en compte pour toutes les agences de notation le changement climatique. Donc c'est dire à quel point l'impact est important et être positionné sur ce type d'activité pour des organismes internationaux aujourd'hui est complètement critique et se justifie. La moitié de ces 5 milliards sera destinée à la réduction des gaz à effet de serre émis sur le continent. Objectif, exploiter le potentiel africain en matière d'énergie renouvelable, à savoir les ressources solaires, les hydroélectriques, les éoliennes et les géothermiques. L'autre moitié du montant permettra d'aider les économies africaines à s'adapter au changement climatique. Malik, que pensez-vous de cette stratégie de la BAD d'accorder 40% de ses investissements à la lutte contre les changements climatiques ? Alors quand on regarde comme ça paraît une bonne chose. Moi, je suis un peu sceptique sur cette politique-là parce que, comme je l'ai dit précédemment, le réchauffement climatique est causé par les principaux pollueurs de la planète. On aide là des pays africains à faire face à cela. Mais il faut viser les vrais pays qui sont responsables des changements climatiques. Le hasard, malheureusement, fait que c'est l'Afrique qui subit ces changements climatiques provoqués par des pays industrialisés. J'aurais aimé, moi, voir une contribution de certains pays industrialisés pour permettre justement de lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. On n'entend pas les États-Unis sur ça, on n'entend pas l'Union européenne sur ça, et on n'entend pas les autres grandes puissances industrialisées sur ce sujet-là. Donc, comme ça, on dirait que la BAD est dans son rôle et qu'elle permet de protéger les pays africains. C'est une politique qui semble comme ça, je dirais logique, une bonne politique, mais non, sur le fond du problème, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut justement aller demander, faire une pression diplomatique. Je ne pourrais pas vous dire comment, je ne suis pas un spécialiste dans le domaine, mais au moins faire prendre conscience que ce sont ces pays développés qui causent ces dérèglements climatiques, qui causent des points de PIB, des points de croissance aux pays africains. Je pense que c'est un non-problème. Mirassia, vous êtes d'accord? L'effort doit venir avant tout des pays pollueurs?
Bon, on peut parler des pays pollueurs, mais surtout, pour moi, il faut parler des entreprises étrangères qui viennent polluer en Afrique. Comme souvent, on est à la recherche de ces investisseurs qui viennent de l'étranger et on ferme les yeux sur certaines pratiques. Il y a des pays comme au Nigeria, d'autres pays, on a connu même au Niger, à certains moments, les entreprises exploitent les minéraux, le pétrole et laissent pratiquement le paysage très désolant par rapport à ce qui doit se faire. Il y a l'environnement, la santé des autres. Donc, surtout, on doit imposer des normes à ces compagnies. Deuxièmement, il faut que ces entreprises, par exemple, avec tout cet argent pour lutter contre pour aller dans le sens de l'économie verte, il faut que ça crée des emplois. On n'a pas besoin de l'argent de se protéger au niveau vert, écologique, sans créer des emplois. Nous avons besoin des emplois, nous avons besoin de la croissance. S'il faut construire des barrages, des mini-barrages et éradiquer tout ce qui est centrale thermique, oui, on peut le faire parce que ça va créer de l'emploi. Les solaires pour qu'il y ait de l'électricité pour tout le monde, ça serait une très bonne chose. Mais vraiment, il faut aller dans ce qui est profitable et non pas aller dans les dogmes écologiques. Merci. Et tout de suite, notre chiffre du jour. L'Afrique a tiré 87 milliards de dollars d'investissements directs étrangers Greenfield en 2014. Les investissements Greenfield sont une forme d'investissement qui se produit lorsqu'une société transnationale s'installe dans un pays en voie de développement pour construire de nouvelles usines. Ces investissements sont largement mis en avant par les pays d'accueil car créateurs d'emplois, mais aussi source de transferts technologiques et de savoir-faire en nombre de projets. L'Afrique du Sud et le Maroc ont été les plus performants l'an passé sur le continent. Gemal, l'Afrique du Sud et le Maroc sont les pays qui ont attiré le plus de projets. C'est un résultat logique selon vous? Oui, c'est un résultat qui a un sens, mais pas que les deux. Il y a une réalité du tournant de la croissance africaine et qui est incontestablement une croissance qui touche le Maroc parce qu'il est sur un créneau absolument favorable, une stabilité politique importante, une croissance économique réelle, une classe moyenne qui se développe et des choix politiques importants. L'Afrique du Sud est exactement dans le même schéma, mais enfin l'Afrique du Sud, ça fait très longtemps qu'elle est dans cette situation-là. Mais un pays comme le Nigeria capte lui aussi l'investissement direct, mais au-delà du Nigeria, je pense qu'il y a un regard qui est différent aujourd'hui sur le continent africain. Il y a une réalité africaine de l'importance de la classe moyenne. Tenez-vous bien, il y a 400 millions de population issue de la classe moyenne sur le continent africain. On est à près de 50%, alors qu'elle était à moins de 15% il y a 30 ans. C'est-à-dire que la classe moyenne veut dire ceux qui sont à un niveau éduqué, à un niveau de développement important, à un niveau de consommation important. Et donc, que les investisseurs aient un regard différent sur cette Afrique-là nouvelle, ça a un sens absolument réel et ça va aller encore en se développant. Pourquoi? Parce que le dynamisme économique est africain, parce que les grands projets de construction demain sont africains, et parce que la jeunesse et le dynamisme sont aussi africains. Il n'y a que les Africains d'ailleurs eux-mêmes qui ne prennent pas encore conscience que le XXIe siècle est le XXIe siècle africain. Et donc, il est tout à fait normal que ces petits montants, parce que 87 milliards, c'est pas beaucoup, c'est même pin-up. Et donc, il y a une réalité africaine qui attirera beaucoup plus que cela. Et donc, je pense que si nous continuons à faire cette émission dans quelques années, nous parlerons non pas de 87 milliards, mais de 1000 milliards. Parce que la réalité du développement africain est absolue et qu'elle va absorber de plus en plus de capitaux et de flux de capitaux qui trouvent là où être investis. Malik, cette croissance parfois à 2 chiffres pour certains pays africains qui attire tous ces investisseurs? Oui, bien sûr, c'est les marchés africains. Je pense que les investisseurs ont compris, comme vient de le dire Gemal, que l'Afrique était une terre d'opportunités. Il y a 10 ans, 15 ans, on pensait que le continent africain, pas les Africains, mais les Européens, les Occidentaux avaient cette vision d'un continent à la dérive, d'un continent qui n'avait pas d'intérêt. Et je pense qu'il faut saluer dans ce sens-là la Chine, même si on critique les contrats passés entre la Chine et certains pays africains, c'est la Chine qui a commencé à investir davantage parce qu'elle a les ressorts, parce qu'elle a cette capacité financière d'investir dans les pays africains. Mais quand les pays occidentaux ont vu cet appétit de la Chine, mais c'est cette volonté de la Chine d'occuper les marchés africains, c'est parce que ce pays a compris qu'il y avait des potentialités, qu'il y avait des marchés importants. Et vous avez ensuite cette cohorte de pays développés, enfin dits développés,
sur le plan industriel, venir investir aussi en Afrique. Donc moi je pense que c'est tout bénéf pour l'Afrique. Bien évidemment, ce chiffre pourrait être beaucoup plus élevé si les codes d'investissement étaient plus clairs, s'il y avait un climat des affaires amélioré. Bien sûr, c'est un travail sur le long terme, mais je pense que ça va porter ses fruits dans le temps qu'il faut, mais ça portera ses fruits pour l'Afrique. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le second volet de cette semaine consacré au Bénin. Malik, merci d'avoir été là. Merci Fanny, ce fut un plaisir. Gratien, merci également. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et Jemal, merci. Merci Fanny et bonsoir à tout le monde. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa News.